Et on va attaquer donc par la première question qui est relativement simple, qui s'adresse à Jade et à Julien. C'est tout simplement comment vous vivez ce confinement, comment cette période vous arrivez à la surmonter, à y faire face. Donc là, je vais peut-être commencer par Jade. Jade, comment tu vis ça? Au début, on va dire que c'était un peu difficile à encaisser, parce qu'on se disait que tout le travail qu'on avait accumulé cet hiver s'envolait un petit peu. Puis au final, après, on a commencé à prendre ça plutôt bien, le fait d'être avec sa famille. Ça faisait presque 10 ans que j'avais pas pu rester plus de 2 mois avec ma famille. Donc j'en profite pour faire d'autres activités aussi, pour m'occuper un peu du jardin. Puis là, maintenant qu'on a vraiment une date précise, on va dire, de sortie, on est vraiment plus axé sur recommencer vraiment l'entraînement, même si jusqu'à maintenant, j'avais pas arrêté. Là, on est vraiment dans une phase où on peut essayer de progresser plutôt que de s'entretenir. Très bien. Et toi, Julien? Bah, de mon côté, je le vis plutôt bien, personnellement, on va dire, parce que, bah, comme l'a dit Jade, ça permet de profiter de la famille. C'est une période où normalement je suis beaucoup parti de la maison, donc personnellement, je le vis plutôt bien pour ça. Après, professionnellement, c'est plus compliqué, notamment, je pense beaucoup aux athlètes qui peuvent pas forcément s'exprimer sur les compétitions, et donc professionnellement, voilà, c'est un peu plus décevant, mais on se projette sur l'avenir et puis on est optimiste pour ça. Ok. Donc voilà, on a pu le voir, hein, ce confinement, c'est une contrainte et forcément, on doit adapter son entraînement. Et donc, la deuxième question nous vient de Pierre et il nous demande que doit-on privilégier, donc selon vous, qualitatif, endurance fondamentale, pendant ce confinement pour permettre à nos coureurs de rester motivés en vue des échéances incertaines à ce jour. Donc là, je vais commencer par Julien qui pourra répondre et puis Jade pourra apporter son analyse. Pour moi, sur ce confinement-là, ce qui pour moi est important, c'est pour les athlètes de continuer à faire du sport régulièrement. Donc pour les sportifs de haut niveau, voilà, c'est au quotidien, c'est tous les jours, sans forcément se mettre une pression pour moi au niveau des activités à réaliser, notamment en entraîneur tout le temps. Et on est plutôt dans une phase comme si on était un petit peu en préparation hivernale. Et donc, je suis plutôt on va dire, de l'endurance et bosser les qualités, on va dire, musculaires, physiques, et aussi d'autres activités, on le verra sûrement après. Et peut-être moins d'intensité pour déjà pas baisser les défenses immunitaires. Et puis parce que bah, les compétitions, elles vont pas venir tout de suite. Donc pour moi, l'aspect intensité, c'est juste des rappels ponctuels pour garder quand même des qualités au niveau VO2 max, pas trop perdre, mais c'est pas pour moi l'essentiel, quoi. Ok. Et donc pour toi, Jade, qu'est-ce que tu as pu mettre en place là sur ce début de confinement? Du coup, la toute première semaine, j'avais pas d'entraîneur à disposition. Du coup, c'était vraiment activité que je voulais. Donc, au final, je faisais les limites plus de séances, on va dire, par jour que quand je suis en période normale. Puis après, du coup, j'ai reçu l'entraîneur. Donc là, ça a été vraiment de rouler, vraiment pour dire de tourner les jambes. Parce qu'après, il y a aussi ceux qui sont fans d'entraîneur et ceux qui ne le sont pas. Donc moi, je suis plutôt dans la deuxième partie. Donc ouais, 1 heure, on va dire 1 heure, 1 heure et demie, c'est le maximum. Donc après, au début, je me mettais devant des films, tout ça. Je faisais vraiment des activités basées, par exemple, sur des 30-30 ou tout ça. Je faisais plus des petites séries pour m'occuper, on va dire, comme de la danseuse à une jambe, des trucs comme ça, plutôt ludiques. Puis là, depuis 1 à 2 semaines, on a vraiment mis en place avec Mathieu un vrai calendrier parce qu'on commençait aussi un peu à se lasser. Donc là, on est plus motivé, quoi. Ok. Donc voilà, ça me permet de rebondir sur Mathieu, enfin rebondir sur Mathieu. En tout cas, le solliciter là-dessus. Toi, imaginez en fait la programmation de Jade justement par rapport à cette période. Quels sont les paramètres sur lesquels tu agis plus que d'habitude ou moins? Ouais, après,
Je pense quand même que voilà, ça dépend des caractères, hein. Tout le monde ne gère pas forcément ce confinement de la même manière. Il y a ceux qui ont besoin, ou eu besoin de souffler dès le début pour prendre du recul, etc. D'autres qui géraient ce stress-là par le fait de faire des choses un peu folles, ou soit sur le home trainer, soit on a vu des trucs un peu foufou sur les réseaux. Voilà, avec Jade, au début, on s'était déjà un peu prendre du recul par rapport à la situation. Donc, moi, je sais aussi elle sait bien se gérer par rapport à ces situations-là et s'adapter. Donc, voilà, j'ai laissé prendre un peu de recul et puis on a dit on va regarder un petit peu comment ça se passe. Et puis, par contre, je lui ai demandé de regarder tout ce qu'elle pouvait faire dans cette situation-là, notamment différentes choses sur le home trainer, différentes choses en PPG, etc. Pour ensuite, si ça perdurait, pouvoir enclencher sur des choses qu'elle apprécie, qu'elle aime. Donc, on a continué quand même son travail de musculation parce qu'on a quand même une trame là sur l'année avec un préparateur physique, Kenzo Birgi, qu'elle suit là, sur l'année. Donc, on ne voulait pas arrêter ça, forcément, puisque c'est la trame. Et par rapport à ça, donc, elle a géré des activités un petit peu annexes. Et après, on a un petit peu, voilà, on s'est dit, au bout de 3-4 semaines, ça commence à faire long quand même. Donc, on s'est dit, si on continue comme ça, voilà, on risque de perdre une partie de l'année. Voilà, il ne faut pas oublier que l'année, c'est l'année, mais c'est aussi ce qui va se passer dans sa carrière future. Donc, il ne faut pas non plus brûler des étapes. Et donc là, on a remis en route, voilà, la trame aussi un petit peu de la période, c'était des sprints gagnés en puissance max, etc. Donc, on a remis en route un cycle de puissance max qui se couple aussi avec la partie spécifique et qui lui permet aussi d'avoir une organisation dans la journée et quelque chose de plus régulier. Alors que sur la première partie, les 3-4 premières semaines, on était un petit peu plus à avoir une organisation perso. Là, on a vraiment quadrillé plus les journées. Donc voilà, hein, je pense que ce qui ressort vraiment de tout ça, c'est qu'il y a vraiment une nécessité d'adaptation à la fois au caractère de l'athlète, mais aussi de l'évolution comment dire, de la motivation et de l'implication de l'athlète pour qu'on soit toujours au plus juste. Et vous l'avez très justement dit, hein, il n'y a pas d'urgence à brûler des étapes et à brûler une saison parce qu'on est dans une période compliquée. Voilà, donc la troisième question, elle s'adresse directement à Jade. Elle est posée par Coralie. C'est quels sont tes entraînements types durant... Et puis, n'est-ce pas bouleversant de ne pas pouvoir porter ton maillot tricolore? Voilà, je l'apprécie beaucoup et j'espère que sa reprise se déroulera bien. Donc, un petit message perso à la fin de ces questions. Mais voilà, Jade, en gros, c'est quels sont tes entraînements types durant le confinement? Peut-être une semaine? Sur une semaine, ça va être un peu compliqué, mais en répartissant, déjà, donc j'ai 3 séances de musculation par semaine. Ça dure à peu près 45 minutes. Après, avec ma sœur, on a téléchargé un document qui s'appelle Body Sculpt. En gros, c'est tous les 2 jours. Il y a 30 minutes. Exemple, le lundi, ça va être abdos. Le mercredi, ça va être les jambes. Et le vendredi, ça va être le cardio, par exemple. Donc, on a 30 minutes à faire ensemble. On le fait en famille, donc c'est plutôt sympa. Après, du coup, au début, je faisais pas mal de courses à pied aussi, pendant 45 minutes, parce que j'ai la forêt juste derrière. Et sinon, au moins tous les jours, une séance de home trainer de 1 heure. Et là, depuis du coup, le confinement, j'ai testé pour la première fois le H1. Je trouve ça plutôt sympa, mais pas plus que 30 minutes le matin, quoi. Okay. Et sinon, pour le maillot, ouais, c'est sûr que c'est un peu frustrant, on va dire. Mais bon, d'un côté, au moins, j'aurais été celle qui le portera le plus longtemps en termes de temps. Mais oui, c'est sûr que c'est pas cool, quoi. Ouais, après, tu en auras d'autres. Hein, faut pas... du coup, la prochaine question, elle s'adresse directement à Julien, qui entraîne aussi quelques filles. Et donc voilà, c'est comment s'organisent les filles que tu entraînes et les filles de l'équipe de France durant ce confinement. Donc par rapport à cette question, c'est, on va dire de manière globale, les filles alternent des séances d'home trainer, de prépa physique et du footing ou d'autres activités de stretching, etc. Pour les filles de l'équipe de France, moi je suis en lien avec leurs entraîneurs perso, donc j'organise des visioconférences
pour justement savoir où elles en sont, caler un petit peu leurs entraînements et puis donner un petit peu des orientations et des idées aussi de contenu d'entraînement à réaliser. Et après, en fait, c'est vraiment de l'individualisation en fonction des athlètes. Comme le disait Mathieu tout à l'heure, chaque fille va répondre un peu différemment à ce confinement et les motivations sont différentes. Donc, il y en a certaines qui ont besoin de pas mal se dépenser ou d'autres qui n'aiment pas du tout le home trainer ou qui préfèrent d'autres activités. Et je pense que pendant cette période-là, il faut justement orienter les activités en fonction des envies aussi des athlètes. Et donc, c'est ce que je préconise aux entraîneurs des filles de l'équipe de France. Et puis, moi, les athlètes que j'entraîne, j'essaye de répondre à ces besoins-là, cette motivation-là. Donc, il y en a une qui a la chance, ses parents sont agriculteurs, donc elle a un grand champ où elle peut faire un petit peu de cyclocross ou de VTT. Donc, voilà, tout ce qui est un peu maniabilité, je pense que c'est important de aussi le travailler pendant cette période-là, parce que faire que du home trainer, ça va pas forcément aider sur l'aspect technique. Donc, la maniabilité, ça peut être assez sympa, des petits parcours ludiques, type jeu cycliste. Hein. Et puis, il y a aussi d'autres exercices de préparation mentale aussi qu'on prend le temps de mettre en place avec les athlètes, notamment de l'imagerie mentale pour reconnaître un petit peu des parcours de contre-la-montre. Donc, ça permet de se remettre aussi dans une activité qui n'est pas toujours pratiquée en début de saison, le chrono. Et donc, ça permet de s'y remettre avec utiliser son matériel sur le home trainer ou visualiser des vidéos qui permettent de justement s'imaginer en train de faire des parcours de contre-la-montre et certains efforts, quoi. C'est aussi une période où on peut tester des trucs, hein, comme tu l'as très justement dit, Julien. La prochaine question, elle nous vient d'Olivier. Elle s'adresse à la fois à Jade et à Julien. On l'a vu, hein, le home trainer, ça fait partie quand même des principales activités réalisées par les athlètes. Et justement, comment les rendre plus ludiques et qu'est-ce que vous conseillez pour maintenir les qualités aérobies grâce au home trainer? Donc, c'est une question qui s'adresse peut-être que dans un premier temps, Jade, tu pourras y répondre et ensuite, Julien complétera. Déjà, en fonction de l'outil qu'on va utiliser, par exemple, nous, on travaille avec Zwift. Donc déjà, rien qu'avec cette application, on peut faire plusieurs choses. Donc, déjà au niveau du parcours, on peut choisir des parcours plutôt montagneux ou des trucs plus plats. On peut aussi travailler son sprint. On peut travailler le fait de rentrer sur des groupes. En fait, je pense qu'avant même de commencer l'entraînement, il faut se dire, là, je vais faire ça. Il faut se motiver, se fixer des objectifs parce que c'est sûr que quand on se dit, je fais 1 heure de home trainer, le temps passe long, les minutes sont longues. Alors que, je sais pas, si on se dit, par exemple, toutes les 10 minutes, je me fais un sprint, toutes les 10 minutes, j'alterne main en haut, main en bas aussi pour travailler la position. Après, sinon, par rapport aux capacités physiques, on peut travailler, je pense, déjà la force et la vélocité. C'est la plus simple, on va dire, à faire sur l'home trainer. Et sinon, pour les séries, faut plutôt demander ça aux entraîneurs. Oui, Julien, et puis peut-être Mathieu, après tu compléteras. Oui, Mathieu, je pense qu'il pourra compléter mes propos. Donc, c'est vrai que ce qui est ludique, comme le disait Jade, c'est que tous les home trainers connectés, avec Zwift ou d'autres systèmes, ça permet de rendre plus ludiques les séances, notamment un petit peu longues, et de pouvoir discuter pendant qu'elles font la séance. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il y a des entraîneurs ou des coureurs qui mettent en place aussi des séances home trainer avec des directs Facebook ou Instagram. Donc ça peut rendre aussi un peu plus ludique certaines séances. Mais bon, voilà, ce qui peut être intéressant, c'est de se renseigner un petit peu sur
le contenu de la séance pour que ça s'intègre bien dans votre programmation. Après, ce qui peut être intéressant, mais tout le monde n'en a pas non plus, c'est des rouleaux, et puis apprendre à faire du rouleau, et puis pouvoir maîtriser certains mouvements sur le rouleau, lâcher une main, lâcher deux mains. Voilà, il y a des exercices comme ça qui peuvent être sympas. Nous, il y a la fédération là, qui a proposé des séances un peu plus ludiques avec ballon pour dissocier un petit peu le bas du corps du haut du corps. Donc, pour ceux qui savent jongler ou qui veulent apprendre à jongler, ça peut être aussi sympa là-dessus. Et puis après, au niveau des qualités aérobie, ce qui est difficile, c'est de pouvoir faire des longues sorties. Et on le verra après, je le conseille pas forcément. Mais après, d'enchaîner les activités, ça peut être intéressant pour faire un petit peu du volume aérobie. Donc, enchaîner un footing avec un circuit training de prépa physique qui fait monter le cœur type 30-30, 30 secondes des pompes ou un autre exercice, 30 secondes récup et ainsi de suite. Et ensuite, enchaîner avec du home trainer. Et donc, ça peut permettre de faire sur une longue période quand même un effort aérobie. Et pour les qualités un peu plus hautes d'aérobie, de puissance, 1 à 2 séances de haute intensité dans la semaine en fonction de sa programmation, avec des intensités type 30-30 sur home trainer, mais sur des séances courtes, pour justement conserver un petit peu des qualités de puissance maximale aérobie et faire travailler le VO2 max. Après, je passe la parole à Mathieu qui pourra peut-être compléter. Oui, c'est sûr que tu as déjà bien décrit tout le parcours. Après, déjà, pour faire le home trainer, déjà se mettre dans une bonne ambiance, quoi. C'est-à-dire que se mettre à la cave où c'est un peu stressant, ou voire même dehors en plein cagnard, c'est peut-être pas génial non plus. Donc, trouver une salle dans la maison qui est sympa, l'aérer soit naturellement, soit avec un ventilo, c'est déjà primordial aussi. Bien penser à boire, et si possible des boissons énergétiques, parce qu'on se déshydrate beaucoup là sur ces outils-là. Après, les home trainers connectés maintenant avec les applis, c'est quand même très facile. Même Jade commence à s'y mettre, alors que puis j'en connais d'autres qui avaient vraiment du mal sur les home trainers. Quand on n'a pas le choix, mais c'est vrai que ça reste quand même sympa. Il y a plusieurs applications, donc je pense qu'il faut trouver celle qui nous correspond. Il y a Zwift qui est, je trouve, a priori pas mal apprécié par tous les jeunes, hein, en tout cas un peu le monde virtuel comme ça, et qui correspond à certains. Il y a d'autres applis, Be Cool, Kinomap, qui sont plus tournées avec des vidéos, et on a plus l'impression de rouler sur la vraie route, on va dire. Il y a Ruvi que je connais moins, mais voilà. Donc déjà trouver son appli qui correspond à ce qu'on a envie de faire. Faire attention, parce qu'on a vite fait tout le temps faire la course aussi sur ces applis-là, et ça peut être un petit danger. Donc bien programmer ses séances par rapport à ce qu'on a à faire. Et puis si on n'a pas ça, si on n'a pas les connectés, on fait à l'ancienne, mais l'objectif, comme a dit Jade, là, c'est de varier au maximum. C'est-à-dire qu'on va travailler sur la danseuse, assis, en force, en vélocité, des intensités, et puis on réduit. Et voilà, et comme ça, une séance de 1 heure, ça peut passer assez vite si on la diversifie, si on est varié sur ce qu'on fait. Sinon, c'est vrai que ça reste compliqué. Mais avec tous ces petits subterfuges, vous allez pouvoir tromper, entre guillemets, votre mental, et puis pouvoir passer des bonnes séances de home trainer et progresser aussi dessus. Après, par rapport au fait de maintenir ses qualités aérobies, je pense que pour un cycliste, ça reste compliqué de dire on part sur une séance de capacité aérobie sur home trainer. Je pense que c'est contre-productif. Donc 1h30, je pense que c'est grand max. Hein, il y en a qui font 2 heures, même c'est déjà beaucoup. Par contre, faire 1h30 2 fois par jour sur du bi-quotidien pour des jeunes, je trouve ça plutôt intéressant quand même, et déjà pas mal. Et puis on peut aussi travailler les qualités aérobie, mais plutôt en mode puissance, c'est-à-dire avec du seuil, de la PMA, etc. Finalement, c'est des qualités aérobie qui nous serviront éventuellement plus tard aussi. Donc la vraie capacité aérobie, je pense qu'il faut patienter évidemment le déconfinement pour pouvoir en profiter. Ok, c'était effectivement très complet entre vos 3 réponses. J'en profite aussi pour signaler à ceux qui ne connaissent pas le site Roulez chez vous, qui est réalisé par la Fédération française de cyclisme, et sur laquelle vous allez pouvoir trouver
différents types d'exercices et de séances qui sont qui peuvent être ludiques et qui surtout peuvent vous apporter de la diversité dans vos exercices. Donc n'hésitez pas à aller voir ce site, c'est Roulez chez vous, tout attaché. Donc voilà, on l'a vu, l'home trainer, c'est quelque chose qui peut être ludique. On a la chance au final en cyclisme d'avoir cet outil-là pour s'entraîner. Il y a d'autres sports, je pense le kayak de rivière qui pour le coup lors du confinement lui ne peut pas s'entraîner, ou même la natation. Mais par contre voilà, il y a peut-être des points de vigilance qu'il faut avoir par rapport à cette pratique du home trainer et aux applications, celles que Mathieu notamment a citées. Est-ce que Jade, Julien, Mathieu, vous avez des points de vigilance à apporter? Mathieu, tu as commencé à apporter une réponse, mais peut-être en aller un peu plus dans le détail. Oui, Mathieu a déjà donné quelques orientations par rapport à ça, notamment sur les sorties longues et sur aussi positionner le home trainer dans un cadre qui soit agréable et puis pas exposé au soleil, parce que la déshydratation peut être très importante sur le home trainer, et donc c'est pas forcément ça peut être complètement contre-productif. L'aspect mental est aussi très, très prégnant sur les séances home trainer où une monotonie peut intervenir si on ne met pas d'exercice intéressant, motivant, et puis qu'on est trop longtemps aussi sur le home trainer. Donc attention aux sorties trop longues, trop intensives, trop répétitives aussi, donc varier plutôt avec d'autres activités. Parce qu'il faut aussi penser qu'on est dans une période donc, de pandémie, et donc c'est plutôt important de garder des bonnes défenses immunitaires, et donc trop taper dedans entre guillemets, comme on dit dans le jargon cycliste, c'est pas forcément très bon pour ça. Après, sur l'utilisation des home trainers connectés, donc il y a l'aspect ludique, mais après il y a le revers de la médaille, on va dire, où c'est pas forcément des vraies compétitions, et des fois, à trop se prendre au jeu, on peut justement aller au-delà de ses limites, déjà. Et puis, il faut se dire que les vraies compétitions seront plus tard, donc c'est pas forcément le moment pour se mettre tête dans le rouge trop souvent. Et puis, l'aspect mental aussi, où faut éviter de se comparer aux autres sur ce type de pratique virtuelle. Où des fois les puissances peuvent être biaisées, où il peut y avoir certaines problématiques par rapport à ça, et puis les vraies compétitions, ça sera plus tard, et c'est là où il faudra justement être devant, quoi. Jade, est-ce que toi tu prends au jeu? Est-ce que parfois tu es au-delà de tes intensités quand tu es sur peut-être Swift ou autre? Moi du coup j'ai encore pas testé tout ce qui était course, tout ça. Mais après, quand on fait les entraînements ou quand on fait les meet-up, comme ils appellent ça, ouais, souvent on me dit Jade, tu sens pas les pédales ou quoi. Mais après, je pense qu'il y a aussi par rapport au home trainer, tout ça. Bon, il est bien adapté, mais je veux dire, en fonction aussi quand ça monte, il faut savoir gérer tout ça. Après, comme c'est des séances courtes, c'est sûr qu'on est plus vite tenté à se mettre à une intensité un peu plus élevée qu'on ne pourrait pas tenir pendant 3-4 heures, quoi. Okay. Ouais, Mathieu, si tu as complété. Ouais. Pour rassurer tout le monde, on a quand même tout le temps tendance à dire ça à Jade, même quand on est dehors. Donc, non, mais par contre, c'est sûr que je pense que c'est ça, il faut cibler quand même un entraînement. Parce que sinon, on part tout de suite, il y a quelqu'un qui va nous doubler, bam, bim, et finalement, on fait tout le temps la course. C'est même plus piégeux que sur la route, parce que quand je parle même sur la route ou en VTT, on a quelque chose qui nous rappelle à l'ordre. Je pense que c'est des notions de vitesse comme ça qu'on a intrinsèquement dans la tête, et peut-être qui nous font redescendre rapidement. Et alors que sur l'home trainer, on a presque nos limites, si ce n'est quand on est la langue qui pend dans les garages, quoi. Donc, non, il faut faire attention, il faut avoir des entraînements ciblés, et puis ça se passe bien. Je voyais là, combien de séances de home trainer quotidiennes là, pour avoir un résultat intéressant à la fin. Je pense qu'il ne faut pas se baser sur un résultat à la fin du confinement, mais quelque chose qui s'inclut dans votre entraînement, et tout dépend de ce que vous faisiez avant, parce que si vous faisiez évidemment 16 heures de vélo par semaine et puis on arrive en confinement, ça va être compliqué.
rester au même niveau, mais sinon, vous pouvez très bien faire quasiment la même chose que si vous étiez dehors, hein, à part pour les sorties longues, on n'est pas loin de la même chose. Nous, on voit avec, parce que du coup, je suis entraîneur aussi de l'équipe de France VTT pour la relève. Voilà, mais on a fait des visios avec les champions. Les champions nous disent qu'ils sont à peu près à 2/3 du volume de leur entraînement hebdomadaire, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun quasiment qui maintient le même entraînement. Ils ont tous rabaissé un petit peu parce que, comme disait Julien, ce qu'il faudra, c'est de l'énergie en sortie de confinement. C'est là qu'il faudra avancer. C'est pas... Et puis en plus, quand il y aura des courses, plutôt que maintenant. Ok, très bien. Et puis bon, Jade a le problème de ne pas sentir les pédales, mais il y en a d'autres qui aussi peuvent se démoraliser sur les courses Zwift en voyant beaucoup de monde les dépasser et les doubler sur des valeurs de puissance totalement improbables. Voilà, il faut réussir à se détacher de ça et ne pas se détacher et simplement faire son effort, comme l'a dit Mathieu, sans se préoccuper forcément des autres. Après, c'est sûr que c'est difficile. On est sur une course d'enlever cet esprit de compétition, mais c'est important de le faire quand même. Il y a une question de Mathieu. Salut Mathieu. Pour rebondir sur le maintien des qualités aérobies, que pensez-vous d'introduire certaines séances à jeun trop contraignantes? Faut-il favoriser le plaisir en cette période? Sont-elles aussi trop contraignantes sur le plan métabolique? Donc, Julien, si tu peux y répondre, puis à Mathieu, après, si tu pourras compléter. Tu as ton coupé, voilà. J'avais coupé le micro. Est-ce que tu peux redire le début de la question? Tu la trouves sur le côté, mais sinon, c'est pour rebondir sur le maintien des qualités aérobiques, que pensez-vous d'introduire certaines? En fait, la question est sur les avantages et inconvénients des séances à jeun. Oui, les séances à jeun peuvent être intéressantes pour taper un petit peu plus dans les réserves lipidiques en faisant des séances soit marche, soit footing, soit home trainer. Quand justement les athlètes en général font bi-quotidien, voire des fois tri-quotidien pour certaines. Donc ça peut être intéressant. Après, c'est quand même une technique d'entraînement qui puise quand même un petit peu dans les réserves, donc il faut faire attention à l'intensité déjà qu'on y met. Donc il faut rester en aérobie. Et puis pas le faire non plus, je pense, trop souvent, parce que comme on l'a dit, il faut qu'au niveau des défenses immunitaires, qu'au niveau de l'organisme, qu'il soit quand même fort pour justement lutter peut-être contre le virus. Au déconfinement, il faudra être en pleine santé et pleine possession de ses moyens pour justement rester en bonne santé. Donc oui, le faire, mais de manière peut-être un peu ponctuelle et puis peut-être l'avoir déjà fait aussi avant et puis faire attention à l'intensité qu'on y met, quoi. Mathieu, si tu veux compléter ou pas forcément? Non, c'est ça, hein, voilà. Après, voilà, 1, 2, 3 séances par semaine, déjà selon les catégories, voilà, je pense que c'est grand max. Et puis, voilà, comme a dit Jade, une trentaine de minutes, on est bien. C'est vrai que ça permet de taper directement dans les lipides. Donc, conserver cette habitude-là au corps. Mais voilà, comme c'est Mathieu qui demandait, il a dit trop contraignante. Voilà, à partir du moment où vous trouvez ça contraignant, je pense que dans cette période, il faut déjà abandonner l'idée. Voilà, il ne faut pas se mettre plus de contraintes déjà qu'on en a en ce moment, quoi. Voilà. Ça, je pense que c'est le mot d'ordre et c'est ce qu'il faut retenir. C'est effectivement, on a déjà suffisamment de contraintes en temps normal dans notre quotidien. Il ne faut pas s'en surajouter avec des séances qui peuvent être en dehors de nos habitudes et qui ne vont pas apporter un gros bénéfice. Après une marche ou un footing à jeun, c'est aussi sympa. Ça peut être la sortie justement quotidienne à laquelle on a le droit. Moi, pas plus tard que ce matin, je suis allé faire un petit footing de 30 minutes à jeun. Mon gamin de 7 ans a voulu m'accompagner et puis voilà, on était partis. C'était un bon petit moment en famille. Et donc, ça peut passer aussi par là, une sortie collective aussi en famille, et ça peut être sympa, quoi. J'avais mon attestation. Tu es resté dans un périmètre d'1 kilomètre. Je précise parce que c'est vrai que des fois on a tendance à l'oublier quand même.
Et donc, Clémentine qui rajoute à juste titre, attention à la déshydratation, surtout avec les températures du moment. Tout à fait. La prochaine question, elle s'adresse à Jade. Et là, on sort un petit peu du déconfinement. C'est en temps normal. Déjà, peut-être nous rappeler ce que tu faisais en junior et puis maintenant, à quelle fréquence tu t'entraînes? Combien de fois par semaine tu t'entraînes? Et ça va découler ensuite sur une question sur comment tu as pu gérer sport et études. Bah alors déjà, avant d'arriver au pôle sport de Besançon, donc j'étais encore cadette, donc je m'entraînais vraiment assez peu. C'était souvent que le mercredi et le samedi pour les courses le dimanche. Et à partir vraiment des catégories juniors, bah, j'ai commencé à m'entraîner bien 5 fois par semaine. Et là maintenant, du coup, depuis que je suis professionnelle, je suis à peu près à tous les jours, sauf un jour de repos. Donc c'est souvent des séances. Le lundi, la récup. Le mardi, les intensités le matin et l'après-midi, une séance de muscu. Le mercredi, la sortie longue. Le jeudi, pareil que le mardi. Le vendredi, c'est souvent vendredi, ouais, on roule quand même pour faire un peu plus de quantité, souvent pour faire des semaines entre je sais pas, 12 à 16 heures. Le samedi, bah, le déblocage avec l'équipe quand il y a des courses et le dimanche, les courses. Donc, c'est sûr que là, c'est vraiment quand on est en début de saison, parce qu'après, quand on est en pleine saison avec les courses, il ne faut pas non plus rajouter trop de charges, surtout quand on a des courses assez longues. Donc, voilà, on garde à peu près 6 jours d'entraînement par semaine. Ok. Et du coup, comment tu as pu et comment tu peux encore mener sport et études? Quelle est ton organisation? Ben donc, du coup, là, j'étais en fac, en STAPS, pour valider ma licence 3. Donc, j'ai l'autorisation de ne pas être présente en cours. Donc, c'est vrai que j'y suis assez rarement. Après, ben, j'ai des amis qui m'envoient les cours. Donc, ça va, j'arrive un peu à rattraper. Et puis, pour les partiels, je les fais souvent un mois après tout le monde dans le bureau du directeur pour essayer de valider, quoi. Donc là, c'est sûr que ben, finalement, le confinement, là, ça me réussit plutôt bien parce qu'au moins, on a tous les cours à disposition sur Internet. Et puis, en plus de ça, on doit rendre tous les contrôles en dossier. Donc, c'est sûr que c'est un peu avantageux pour moi. Et puis là, du coup, si jamais j'arrive à valider ma licence 3, ben, je pense que je mettrai un peu de côté l'école pour vraiment me focaliser sur le vélo. Mais après, j'ai quand même vu que le fait de ne pas aller à l'école, de ne pas avoir de monde, c'était un peu compliqué pour moi. Donc, c'est pour ça que je réfléchis quand même à d'autres choses, pourquoi pas le faire par correspondance. Bon, c'est sûr que le master sera un peu compliqué, mais peut-être quelque chose pour travailler mon anglais ou encore une autre activité. D'accord. Donc là, en gros, toi, ce que tu as, oui, pas forcément spécifié, mais qui va de soi, c'est que tu as été sportif de haut niveau très tôt, très jeune. Du coup, tu as bénéficié des aménagements d'horaire pour pouvoir voilà, mener à bien tout ça. Mais ça n'empêche que ça nécessitait pour toi une grosse organisation et ça l'est toujours, puisque faut que tu ailles récupérer tes cours, faut que aussi tu prévois des moments dans la journée où tu pourras travailler tes cours et en même temps mener à bien ta vie sportive, ta vie privée, etc. Donc voilà, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ont ce projet-là, il y a des aménagements qui existent, mais par contre, il faut quand même avoir une très bonne organisation pour pouvoir mener à bien tous ces projets-là. Donc, on va aller maintenant sur une question pour Julien. Peux-tu nous donner les volumes, fréquences, type d'entraînement préconisés chez une cadette, une junior et une élite? Oui, je vais vous. Alors, je prends un petit pense-bête quand même pour vous donner ces infos-là. C'est des infos voilà, que j'ai pu un petit peu continuer à accumuler après Gérard Brox, qui était l'ancien entraîneur national chez les féminines. Et donc, c'est une observation des volumes d'entraînement des meilleures françaises et aussi de certaines étrangères qu'on a pu récupérer. Donc, il faut voilà, prendre aussi avec des pincettes sur ces volumes d'entraînement qui peuvent des fois paraître élevés, mais c'est vers quoi il faut tendre et c'est sur des volumes, on va dire, toute activité confondue. Voilà, pas que vélo, notamment chez les jeunes catégories.
Donc chez les cadettes, en termes de kilomètres, nous, ce qu'on a pu observer, ce qu'on préconise, c'est entre 5 et 8 000 kilomètres à l'année sur cadette 1, cadette 2. Voilà. Donc à chaque fois, c'est des fourchettes larges. Donc il ne faut pas se dire qu'il faut être à 8 000. On peut très bien être à 5 500, 6 000. Être dans la fourchette basse, c'est très bien. C'est une fourchette, c'est pour ça que c'est fait. En termes de volume, on va dire horaire, par contre, on est donc sur 130 à 230 heures donc par an. Voilà. Après, nous, on préconise tout ce qui est approche du contre-la-montre, diversifier les pratiques sur cette jeune catégorie-là de minime cadette. Donc, il ne faut pas s'empêcher de faire plusieurs disciplines, et c'est même conseillé de faire d'autres disciplines que la route, parce que ça aide à progresser au niveau physique et technique et mental. Et donc, c'est toujours bon de faire une autre discipline, voire plusieurs à côté dans ces jeunes catégories. Après, chez les juniors, on augmente, donc on est au-delà de 8 000 km par an, donc entre 8 000 et 12 500 km par an. Et donc entre 250 et 450 heures voilà, par an. Après, donc là, on est sur une pratique où on commence un peu plus à se spécialiser, même si c'est bien de continuer de la double activité. Certaines font de la triple activité au niveau des équipes de France. Et donc, intégration après davantage de courses. Donc, en termes de courses, je ne l'ai pas forcément dit pour les cadettes, mais on est sur 20 à 25 jours de course par an. Chez les juniors, on est plus sur 25 à 35 jours de course par an, et puis intégration petit à petit de courses à étapes, par exemple. Après, chez les espoirs, là, tout dépend si on est sur du niveau national ou niveau international. Mais à la sortie de junior, voilà, ça peut aller de 13 000 à des fois 18 000 km pour les meilleurs espoirs qui sortent de junior. Notamment, on a pu observer chez certaines étrangères des gros volumes à ce niveau-là. Donc, ça va de 450 à 600 heures par an, et entre 35 et 50 jours de course. Et après, quand on passe plus sur les catégories élites, donc on est entre 16 000 et au-delà de 20 000 km par an chez les meilleurs internationales. Et donc entre 45 et des fois au-delà de 80 jours de course par an, mais on est plus, pour nos meilleures internationales françaises, on est plus entre 60 et 70 jours de course. Après, Jade pourra peut-être nous donner des précisions, elle, sur ces volumes actuels. Et donc là, on est vraiment sur une augmentation après des jours de course et des jours de course à étapes notamment. Donc voilà un petit peu sur les volumes qu'on peut préconiser sur ces catégories-là quand on se destine à du haut niveau. Okay. Jade ou Mathieu, là, vous avez une idée en Espoir 1, combien Jade a fait combien Jade tu as fait de kilomètres et combien de jours de course? Ouais, j'étais à 51 jours de course, en comptant vraiment pour une course à étapes de 4 jours, 4 jours. Et en termes de kilomètres, il me semble que j'étais entre 16 000 et 17 000. Donc, tu étais dans la fourchette haute de la catégorie Espoir, hein. C'est ça, hein, Julien? Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Aux alentours de 650 heures, ouais. 600 heures, je crois. Ok, très bien. Et tu l'as bien assimilé tout ça, Jade? Enfin, oui, parce que tu as été dès le début d'année en Australie et tu as été au niveau, quoi. Du coup, pour l'an passé ou parce que c'était cette année? Ouais, enfin, est-ce que tu as été dans la fourchette haute des kilomètres, mais selon toi, tu l'as bien assimilé, tu as bien récupéré de tout ça? Ouais, c'était plutôt pendant, surtout l'hiver l'an passé, je faisais quand même des sorties assez longues, donc c'était un peu fatigant sur le dessus. Mais après, au fil de l'année, ça se passait bien. J'arrivais quand même à encaisser les courses, même si elles étaient souvent longues. Après, en début d'année, là, ça s'est plutôt bien passé. J'avais fait aussi un bon hiver parce que je voulais quand même arriver
en forme à l'Australie. Après, on a eu un petit problème quand on était là-bas, donc c'est sûr que j'ai pas pu vraiment me tester, mais non, pour moi, je me sentais bien. Ok, très bien. Et bon, du coup, hein, pour revenir sur les chiffres qu'a donné Julien, c'est des préconisations. Il faut bien sûr prendre les antécédents et puis voir quels sont nos objectifs pour voir où se situer dans cette fourchette, hein, comme l'a dit Julien. Donc, la prochaine question, elle nous vient de Clémentine et qui se pose la question, faites-vous de la PPG durant la saison et pratiquez-vous d'autres sports en complément du cyclisme au cours de l'hiver? Donc, on va attaquer peut-être par Jade, ta pratique perso, puis après, Julien, par rapport à ce que tu fais proposes aux autres filles. Du coup, pendant l'hiver, il y a vraiment le mois de coupure. Après, je reprends tranquillement avec un peu de course à pied, un peu de natation des fois. Après, j'aime quand même bien faire du gainage presque tous les jours, quoi, pour garder quand même un certain rythme. Sinon, en activité, on peut faire du bike and run, donc notamment avec Mathieu. Du VTT aussi, du cyclocross, même si j'en ai pas beaucoup fait en compétition. Puis non, je pense que c'est tout. Après, j'aime bien aussi avec la fac, on faisait du sport aussi, comme du badminton, du rugby des fois. Donc c'est sûr que ça fait découvrir d'autres choses. Ça fait aussi apporter pas mal de courbatures des fois. Et non, pendant la saison, non, on reste quand même axé sur le vélo, sur la musculation et puis ouais, tout ce qui est gainage, PPG, quoi. Ok, donc voilà. Pour répondre à Clémentine, ouais, toi, tu fais de la musculation toute l'année. Et Mathieu l'a dit tout à l'heure avec Enzo. C'est ça, hein? Ouais, avec Enzo Birgi. Il s'occupe aussi du pôle France VTT. Ouais, c'est... Ok. Après, oui, bon, c'est sûr que Jade, elle a toujours besoin de sentir, voilà, que cette histoire de gainage, voilà, passer une journée sans faire du gainage, c'est pas une journée pour elle. Donc, c'est vrai que, comme on disait, il faut aussi faire avec ce que les gens aiment faire et puis prendre conscience aussi de ça. Donc, elle a besoin de ça. Donc, régulièrement, voilà, PPG, elle a toujours fait de la PPG toute l'année depuis qu'elle est venue au pôle, en tout cas, Espoir à Besançon. Et pour la musculation, c'est plus différent. Voilà, c'est quelque chose qu'elle a pu faire un petit peu, mais pas forcément beaucoup par le passé, et qu'on a mis en place réellement cette année. Donc finalement, on voit pour l'instant les fruits sur le côté test sur le vélo, mais on n'a pas pu réellement le voir sur les courses. Alors un petit peu en Australie, mais comme elle disait, on n'a pas pu exprimer vraiment le potentiel avec 2-3 petits soucis, mais c'est pas grave. Ouais. On voit qu'il y a un petit. Et à nouveau, voilà, ces 600 heures qu'elle a fait l'an dernier, ça s'inscrivait sur quelque chose voilà, elle a toujours sur une petite progression d'année en année, à peu près 50 heures par an qu'on essaie de gagner depuis qu'elle est arrivée au pôle. Très bien. Julien, tu veux compléter? Non, pas forcément. Sur les activités, elle en a déjà dit quand même pas mal. Elle est très multisport, Jade, donc elle en fait quand même pas mal. Après, non, l'hiver, c'est vraiment pratiquer les autres activités du vélo et même s'essayer à certaines qui peut-être qu'on n'a pas l'habitude de faire, de la piste et du VTT, cyclocross, même BMX. Voilà, tester d'autres choses et d'autres activités aussi en dehors du vélo. C'est le moment pour le faire l'hiver, donc ça permet vraiment de sortir du vélo, donc c'est plutôt intéressant et ça fait bosser d'autres muscles aussi qui nous serviront aussi pour le vélo. Sur la PPG, la muscu, nous, de toute façon, on conseille de continuer tout ce qui est préparation physique, donc tout ce qui est gainage, vraiment toutes les semaines au quotidien et toute l'année. Il faut que ça devienne un rituel, en fait. Et donc, il faut d'abord être une athlète avant d'être une cycliste. Et après, l'aspect plus musculation, bon, déjà, ça vient petit à petit en fonction de sa pratique. Et là, il peut y avoir des rappels dans l'année en fonction des périodes un peu plus creuses en termes de compétition pour refaire voilà, des bases ou un cycle de force à certaines périodes dans la saison. Mais là, on s'adresse déjà à des athlètes voilà, de haut niveau avec un peu plus d'expérience en termes de musculation. Ok, très bien.
On va revenir un peu à notre sujet du jour, hein, le confinement. On a pu le voir à travers tout ce qui a déjà été dit, mais est-ce que toi, Jade, durant cette période, tu as découvert de nouvelles pratiques ou travaillé dans des domaines que tu ne prends pas le faire en temps normal? J'ai pas tout entendu. Ah, pardon. Je te disais je te posais la question de savoir, est-ce que tu as, au cours de cette période-là de confinement, eu l'occasion de découvrir des nouvelles pratiques? Ça peut être voilà, dans différents domaines, mais liés au cyclisme, et travailler dans des domaines que tu ne prends pas le temps de faire en temps normal. On va dire que du coup, au tout début, quand j'avais pas vraiment de programme, j'avais fait un peu des trucs où on pédale qu'à une jambe. J'avais fait ça. J'avais fait aussi le fait de bien essayer de se mettre dans le vélo, en mettant bien les mains en bas, parce que c'est pas quelque chose, pas une position, on va dire, que j'apprécie et que j'adopte souvent. Donc, je faisais souvent ça. Après, sinon, non, c'est des choses que j'avais déjà fait auparavant. On ne t'entend pas, Emilien. On t'entend pas. Ouais, tu as coupé ton micro, Mignon. Pardon, ouais, j'ai pas vu que j'avais cliqué. Toi, Julien, est-ce que soit les filles de l'équipe de France, soit les filles que tu entraînes, ont découvert de nouvelles pratiques? On essaye de leur faire découvrir. Non, il y a quelques exercices que je vous ai dit un petit peu avant sur le home trainer en dissociant le bas et le haut avec des balles, voilà, basket, etc. Faire des dribbles en même temps, tirer dans un panier ou des choses comme ça. Et après, sur de la maniabilité aussi. Donc ça, on l'a intégré un petit peu sur des stages équipe de France, de revenir un petit peu aux fondamentaux pour la technique, parce que des fois, il y a des lacunes à ce niveau-là. Ben voilà, il y a des petits challenges qui se sont créés chez certains entraîneurs avec leurs athlètes. Donc on a essayé de diffuser ça un petit peu plus, un peu plus largement au niveau des filles de l'équipe de France. Pour faire de la maniabilité avec son vélo dans son jardin, des petits parcours ou des bunny up ou des choses comme ça. Euh, et puis, euh, et puis aussi, c'est l'occasion pour moi, je pense qu'il est vraiment important de bosser sur l'aspect mental. Et donc ça, nous, ça fait voilà, pas mal d'années qu'on l'a intégré au niveau équipe de France. Et là, je pense que c'est le temps où on a peut-être plus de temps pour se poser et puis travailler à ce niveau-là. Donc, il y a des fiches qui ont été diffusées donc qui sont sur le site internet de la Fédé actuellement, donc avec l'opération rouler chez soi. Et donc il y a aussi un travail spécifique, on va dire, sur le contre-la-montre dont j'ai parlé un petit peu plus haut. Et donc les filles font du travail comme ça, de visualisation de vidéos pour aussi faire de l'imagerie mentale et d'autres exercices qui sont expliqués dans ces fiches-là sur la fixation d'objectifs, la gestion du stress, etc. Donc je pense que c'est important dans cette période qui peut aussi occasionner du stress, de l'angoisse, de travailler là-dessus et sur aussi des exercices de yoga, de méditation. Je pense que c'est des activités qu'on propose avec les autres entraîneurs et qui peuvent être intéressantes dans cette période. Très bien. Effectivement, hein, je pense qu'il y a une nécessité de diversifier les activités, puis tout ce que tu as cité, ça peut en faire partie. Et puis, ça fait aussi le lien avec la question qu'Émilie pose à Jade, c'est comment arrives-tu à gérer ton stress au départ? Mon stress en départ de course? Ouais, comment tu Oui, arrives à le gérer? On va dire que... Oula, Voilà. catastrophe. Au fil des années, on va dire que on va dire de moins en moins de stress parce que là, on sait que les courses sont longues, que tout va pas se jouer vraiment sur le départ. Donc, sûr qu'au départ des courses, je stresse pas trop. Après, quand on arrive vraiment sur un objectif que je sais que j'ai travaillé, que j'ai envie de réussir,
la veille à la reco ou même le matin, c'est sûr qu'on a un peu de stress, mais j'essaye de relativiser, de me dire que je vais tout donner, que dans tous les cas, il n'y aura aucun regret et que ça se passera comme ça doit se passer. Donc voilà, je ne stresse pas trop. D'accord, bon, très bien. Sinon, vous savez que si vous n'avez pas cette capacité de détachement comme l'a Jade, il existe des techniques de préparation mentale. Comme l'a appelé Julien, vous pouvez avoir des exercices, de techniques qui sont disponibles sur le site Roulez chez vous avec la fiche gestion du stress ou gestion des émotions. Voilà. La prochaine question, elle est adressée à Julien. Donc, toujours un peu en lien avec la préparation mentale. C'est comment remotiver un jeune lorsqu'il n'a plus d'objectif pour l'année, du moins pas de date de compétition. C'est vrai que là, on est actuellement dans l'incertitude complète par rapport au reste de la saison. Et comment faire pour le remotiver? Eh ben, c'est le dur travail de l'entraîneur. Non, ce qui est important, on en a parlé depuis tout à l'heure, c'est essayer de travailler les différentes qualités de l'athlète. Donc, c'est dans ces différents domaines. Donc, on a vu sur travailler un petit peu la force, la maniabilité. Différents exercices peuvent être proposés pour ça. Et donc, pour ces exercices, ces entraînements, et c'est difficile pour l'athlète de se projeter, se dire mais pourquoi je fais ces entraînements? C'est déjà de bien expliquer le pourquoi de ces exercices-là, parce que ça va leur permettre de progresser justement dans ces domaines-là, ce qui va leur permettre d'être encore plus performants le jour des compétitions. Donc déjà essayer de fixer une progression des activités et donc une progression des difficultés dans ces exercices qui sont donnés. Et ensuite, passer peut-être d'une fixation d'objectifs, donc plus de résultats qu'on attend sur les compétitions, à plutôt des objectifs de maîtrise des gestes techniques, par exemple, à réaliser, ou on va dire de résultats, c'est plus sur les exercices physiques où on cherche à atteindre une puissance par exemple sur le home trainer, voilà, essayer de progresser en puissance sur de la puissance max ou de la difficulté d'exercice physique. Donc j'en vois pas mal les exercices sur Swissball. Voilà, essayer de complexifier et donc de se donner un petit peu des objectifs de maîtrise, de réalisation de ces gestes, de ces exercices, plutôt que être dans une fixation d'objectifs de compétition et de reprise. Donc c'est vraiment varier ces activités-là. Et puis pour garder la motivation, je pense qu'il faut vraiment garder à l'esprit que l'athlète il doit avoir du plaisir à s'entraîner. Donc il faut vraiment faire des activités qui lui plaisent et même lui demander quelles activités il souhaiterait faire. Et puis laisser des fois aussi le choix, quoi. Il y a des semaines, moi sur les athlètes que j'entraîne, je leur dis voilà, sur la semaine, il faudrait que tu fasses tel exercice, mais c'est à eux de les dispatcher. Et puis des semaines où c'est plus cool et c'est à eux de peut-être un peu plus gérer, faire les activités qu'ils souhaitent. Donc garder cette notion de choix, on va dire, pour l'athlète de faire ce qui lui plaît. Après, c'est à l'entraîneur de planifier un programme qui donne des orientations de progression sur les qualités qu'on souhaite travailler. Donc on a parlé pas mal de les qualités physiques pour la période, de la force, et puis de la technique aussi qui peut se faire. Et puis après, s'il y a des athlètes qui cherchent cet esprit de compétition, il y a les challenges qui sont possibles, les défis, les jeux de société aussi, mais aussi ce qu'on a vu sur le home trainer sur Zwift ou d'autres, et donc ponctuellement pouvoir titiller un petit peu cet esprit de compétition en attendant d'être vraiment sur les compétitions, quoi. Ok, merci. Toi, Mathieu, est-ce que vous avez une approche différente au niveau du VTT ou c'est similaire? Non, oui, c'est ça. C'est l'idée, c'est de continuer à se dépasser soi-même. Pour ceux qui sont vraiment avec un état d'esprit de compétiteur, finalement, c'est peut-être pas ceux-là que c'est le plus difficile, parce que c'est sûr qu'il n'y a pas de compétition, mais ils peuvent essayer de se dépasser eux-mêmes. Peut-être pour qui c'est plus difficile, finalement, c'est ceux qui
Voilà, et puis je pense que la plupart qui sont compétiteurs ou non aiment ça, c'est avoir partir rouler avec son vélo, ce sentiment de liberté, et dans la nature, et on a le vent dans dans le casque, mais qui passe dans les cheveux aussi. Voilà, c'est ça un petit peu l'idée que je trouve le plus dur. Après, les compétiteurs, je pense que la plupart ont bien compris que de toute manière, par souci d'équité, il valait mieux pas qu'il y ait de compétition en ce moment. Et je pense que ça a été plutôt bien compris. Donc voilà, moi c'est comme a dit Julien, voilà, il faut se lancer des défis personnels sur des trucs qu'on a envie de faire ou alors des choses qu'on n'aurait jamais fait. On a fait la réunion avec la Bourgogne-Franche-Comté, la première avec Julie Bresset, qui nous disait que elle avait son but c'était d'arriver à jongler à la fin du confinement. Bon ben voilà, c'était des choses voilà, des défis perso, mais qui peuvent aussi nous faire passer le temps, mais aussi nous servir pour la suite. Voilà, bon ben, Jade, du coup, elle s'est mise à la guitare, elle pourra nous faire un petit solo à la fin de la visio, mais non, mais voilà, c'est sans plaisanter trop, mais voilà, dans l'idée, c'est le moment aussi, comme a dit Jade, elle a passé 2 semaines avec sa famille, ça lui était jamais arrivé de sa vie, enfin, en tout cas, de sa vie d'adolescente, voilà. Donc, je pense que c'est d'autres moments qu'il faut retirer de positif. Et puis, quand on repartira sur la compétition, on ne sera que plus de rage et puis d'envie, quoi. Ok, parfait, merci. Et donc, je veux revenir sur une question que Claire nous avait posée plus haut. C'est comment voyez-vous la suite de la saison en termes de coupure hivernale notamment? Bah, si, Tu- moi, c'est que hier, pareil, on en a fait quelques-unes, on en a fait 2 hier, voilà, et notamment avec Jacques Maillot, là, qui est le médecin de l'équipe de France, donc peut-être que tu auras je pense, tu vas partager la vision, Julien, mais tu pourras rajouter des mots, mais voilà, je pense qu'il faudra quand même pas oublier la coupure en fin de saison quand même, bien qu'il n'y ait pas beaucoup de courses, tout le monde s'entraîne, tout le monde roule, et même si on n'est que sur home trainer, entre guillemets, finalement, du home trainer, c'est une activité, on l'a dit, hein, ça traumatisant au niveau sudation, etc. Et donc, en tout cas, nous, c'est la recommandation du docteur de l'équipe de France VTT, et puis c'est le message qu'on fait passer à nos athlètes, c'est que dans tous les cas, il faudra penser à la trêve pour rebondir de plus belle en 2021 quand même. Ouais, Julien? je partage, je partage totalement. Après, là, il y a certains entraîneurs qui ont fait aussi couper leurs athlètes sur le début du confinement ou même à un autre moment là, du confinement. Donc, ça permet aussi d'anticiper une fin de saison qui sera peut-être plus tardive. Donc, faut avoir ça en compte que il y a l'aspect physique, mais il y a aussi l'aspect mental où même si on est en confinement, peut-être à une activité un peu moindre, la charge mentale, je pense qu'elle est importante. Et quand on ne sait pas ce que ça donnera à la sortie du confinement, oui, on pourra ressortir, refaire du sport, etc. Mais au niveau mental, je pense que ce confinement aura un impact peut-être aussi plus tard. Et donc, il faudra faire attention à se régénérer en fin de saison pour aborder l'autre saison aussi de bonne manière, quoi. Je pense que vous l'avez très bien dit tous les deux. La coupure, elle a ses effets bénéfiques à la fois sur le corps en termes de voilà sur les aspects physiques, mais aussi sur les aspects mentaux et même s'il y a eu une coupure au cours du confinement sur voilà l'aspect physique, l'aspect mental a été très largement sollicité au cours de cette période de confinement. Il sera nécessaire d'avoir cette coupure en fin de saison pour pouvoir repartir sur 2021 sur de bonnes bases. Et puis, du coup, pas sacrifier 2 saisons au lieu d'une. Par rapport à 2020, une question qui est posée à Jade, c'est quels étaient et quels sont tes objectifs pour 2020? Autrement dit, quels objectifs tu t'étais fixés en début d'année et puis maintenant, comment tu les as réadaptés? Déjà, il y a un objectif qui s'est un peu envolé il y a quelques jours, du coup, puisque c'était sur la Flèche Wallonne. Donc, ça devait être la deuxième fois que j'allais pouvoir disputer cette course. Donc, je comptais essayer, par rapport à l'an passé, d'accompagner encore plus loin mes leaders et essayer d'être présente au moins dans le dernier tour, quoi. C'est une course qui est assez difficile, mais qui peut me correspondre dans les futures années. Puis après, du coup, le prochain objectif, ce sera normalement fin août avec le championnat de France. Donc, on va dire que je peux vraiment dire que c'est un objectif parce que c'est un parcours qui peut là aussi me convenir. Donc, on met tout en place pour être prête, peu importe la date où elle se passera.
Donc voilà, ce sera sûrement le dernier objectif. Après, nous, par rapport au calendrier UCI, on n'a encore pas vraiment de date précise. On ne sait pas encore les courses qu'il y aura. Mais bon, s'il faut courir jusqu'à début novembre, on courira jusqu'à début novembre pour l'équipe. Ok, très bien, parfait, merci. Et puis, du coup, dernière question là, qui nous avait été adressée au préalable, c'est en sais-tu un peu plus sur la fin de saison? Donc, Julien notamment, ou Mathieu, est-ce que vous en savez plus? Comment va se dérouler la fin de saison? Non, on n'a pas vraiment plus d'informations qui peut être diffusé dans les médias. Après, nous, notre travail à nous, c'est plutôt d'essayer d'anticiper sur différents scénarios possibles en fonction des dates de reprise, en fonction des moyens qu'il pourra y avoir aussi, des organisations. Donc notre travail il est là, c'est essayer d'anticiper, une fois qu'on aura plus d'infos justement sur les reprises de compétition, des confinements, etc. Essayer d'anticiper sur la programmation des athlètes, sur le programme de course qu'on pourrait avoir. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment de choses officielles, à part voilà, les infos que l'UCI a pu transmettre, mais c'est quand même plutôt les infos gouvernementales qui font foi, on va dire, en ce moment. L'UCI a annoncé une reprise des épreuves World Tour à partir du 1er août. Donc des championnats de France annoncés fin août et des championnats du monde qui resteraient aux mêmes dates plutôt fin septembre. Mais voilà, on ne sait pas réellement ce que sera vraiment cette fin de saison. Donc moi, le conseil que je donne, alors avec les entraîneurs, on parle ouvertement sur la programmation qui est entre parenthèses, on va dire, avec point d'interrogation pour la fin de saison. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment vivre au jour le jour pour les athlètes, essayer de suivre les conseils qu'on a pu donner, je pense, pendant cette visio, en se fixant des objectifs au quotidien, se dépasser sur les activités qu'on a pu explorer, et pas forcément se projeter trop loin pour pas être trop déçu, en fait. Donc peut-être se préparer au pire, entre guillemets, avec saison blanche, et puis être optimiste après en se disant que les compétitions vont reprendre. Mais plutôt vivre au jour le jour de toute façon, profiter de l'instant présent sans trop se projeter sur l'avenir. Très bien. Pour info, donc aussi au niveau fédéral, donc, comme l'a très bien dit Julien, ça va vraiment être dépendant des infos gouvernementales. Il n'y a pas pour l'instant de réelles directives quant à la reprise des compétitions, même les petites compétitions. À l'heure actuelle, la Fédé la reprise d'activité des compétitions se ferait au 1er juin, mais il y a des grandes chances que ça soit décalé dans le temps. Il n'y a aucune information officielle qui ont été données dans ce sens-là. Et concernant donc le championnat de France de l'avenir, qui devrait avoir lieu le 1er juillet, pour l'instant, comme l'a dit Julien, vous aurez les infos en temps et en heure sur les différents médias pour ça, donc vous inquiétez pas. Donc pour ceux qui veulent nous quitter, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci, on est arrivé au bout de l'heure de la visioconférence. Il y a une dernière question qui m'est arrivée, qui provient de Roman. C'est est-ce qu'il faut limiter la ration de féculents en faisant du home trainer? Donc voilà, peut-être Mathieu, si tu veux intervenir là-dessus. Diététicien. Ouais, non, faut pas manger de pâtes en faisant du home trainer. C'est pareil. Non, mais je pense que voilà, il faut garder une alimentation normale. Tant que vous entraînez quasiment de la même manière qu'avant, il faut rien changer sur l'alimentation. La seule chose éventuellement que vous pouvez faire, c'est essayer de mieux cuisiner, en tout cas prendre des choses plus saines, et puis essayer de les cuisiner avec vos parents ou vos compagnons si vous vivez avec quelqu'un. Mais voilà, essayez de faire vivre un petit peu cette alimentation pour que ce régime-là, votre régime en tout cas, soit encore meilleur à la suite du confinement. Mais il ne faut pas changer
voilà, en tout cas, on fait du home trainer, on s'entraîne pareil. Finalement, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de descente, etc. Donc, voilà, il n'y a pas de raison de changer. Julien, tu veux compléter? Oui, c'est adapter sa ration à son entraînement. Si vous sentez qu'il y a une grosse baisse de volume d'entraînement, on va dire, en termes de quantité, vous pouvez limiter les quantités voilà, de nourriture. Mais après, il faut que ça reste varié. Donc, les féculents, on en a quand même besoin. C'est notre carburant. Et puis diversifier, comme a dit Mathieu, avec voilà, pas mal de fruits, pour avoir des vitamines, voilà, des fruits et des légumes pour tout ce qui est vitamines et tout ce qui est voilà, bonne chose pour aussi limiter l'impact immunitaire pour aussi combattre le virus. Et toi, Jade, est-ce que tu fais le jardin et cuisines les légumes du jardin? Alors nous, à part les tomates et la menthe, on va pas aller bien loin. Mais non, j'ai une maman qui est très bonne cuisinière. Donc elle essaye de faire attention, même si on a un papa qui a très faim. Non, mais non, ça va, on arrive à s'adapter. En plus, là, comme il fait vraiment beau, quand on se dépense et tout, on n'a pas non plus vraiment envie de manger un bon cassoulet ou je ne sais quoi. Donc, c'est sûr qu'on favorise les légumes et les fruits. On découvre même de nouveaux fruits, des fruits exotiques. Donc, c'est pas mal. D'accord. Et est-ce que tu as ramené de la cancoyote avec toi, de Besançon jusqu'à mai? Plus du Non, comté. que du comté. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, sur ce, donc, Jacques qui nous a posé une question. Vous envoyez le replay de vidéo, oui. Enfin, je ne vais pas vous l'envoyer, mais il sera disponible sur le YouTube de la chaîne FFC. Voilà. Donc, vous y aurez accès là-dessus. Donc, voilà. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Je remercie très sincèrement Jade pour sa disponibilité, Julien et Mathieu pour leur professionnalisme, et puis pour ceux qui souhaitent voir d'autres visios, pardon, parce que des visions, vous en avez peut-être, mais pas ici. Donc la prochaine visio, ce sera avec Julien Bernard et Paul Herman la semaine prochaine, donc en fin d'après-midi, et puis la suivante sera le 7 mai avec Julien Pinault, l'entraîneur de la FDJ. Voilà, merci à tous. Encore merci Jade, Julien et Mathieu et à bientôt. Merci.